G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravis, c'est G-Rugby, c'est le mercredi et c'est le mag des amoureux du ballon ovale et du FCG en particulier. Le FCG qui nous fait bien plaisir cette saison, n'est-ce pas Mathias? Ah ouais, un vrai plaisir. Ouais. Et n'est-ce pas monsieur l'entraîneur Stéphane Glas, bonsoir. Bonsoir. Ça va? On se fait plaisir quand même cette année, c'est déjà ça. Oui, pour l'instant, ça se passe pas trop mal, effectivement. Bon, on a fait que 8 matchs aussi, là, on reste 22 dans la phase régulière, pourvu que ça dure. En effet, on sent qu'il y a un petit truc qui est en train de se passer. On va voir, on a bien sûr hâte de vous retrouver sur le Prévert. En attendant, donc vous avez passé quelques jours de vacances, ça fait du bien? Petite pause? Ouais, petite pause, c'est l'avantage de la Pro D2. Des blocs de 4-5 matchs et une pause de quelques jours. Ouais. Permet de régénérer mentalement, physiquement. Donc c'est une bonne chose pour les joueurs. Presque une fois par mois, ouais, du coup. Alors, c'est déjà loin, mais vous aviez repris dans le dur, hein, déjà. Vous avez préparé votre match contre Vannes, mais quand même un petit retour en arrière. Vous ne nous aviez pas dit que pour ces vacances, vous aviez envoyé vos joueurs au sport d'hiver. Regardez. Ok, c'est bon, c'est celui-là. Bonjour. Ah. Oh. On est en place, on peut y aller. Hein? Non. Si tu veux faire du ski, rejoins plutôt un club de la Fédération française de ski. Alors, comment ça s'est fini, cette histoire? Je sais pas, non, je savais pas, je savais pas qu'ils avaient fait tourner une pub pour la FFS. Eh ben ouais, c'est vachement bien. Alors, on savait pas ce qu'ils pouvaient ficher la trouille à Rancho, donc Enak Cavaggio, donc le freerider, ancien champion de ski cross, qui fait aussi du base jump, donc bien le FCG. Qui a fichu la trouille donc à Enak. C'est vraiment très sympa. On ne sait pas, est-ce que les joueurs ont le droit de faire du ski? Non. C'est contractuel? Ouais, je suis pas sûr qu'ils le respectent tout le temps. Parce qu'en étant de Grenoble, pour certains, je pense qu'ils savent skier depuis tout jeune. Mais ils prennent le risque de la blessure au ski et donc ensuite de plus être payés, quoi. C'est arrivé à Sylvain Marconnet, on s'en souvient, pas au meilleur moment de sa carrière. Ouais, c'est arrivé à Sylvain en 2006 juste ou 2007. Juste avant la Coupe du Monde, 2007. Effectivement, mais en plus sans prendre de risque, puisqu'il faisait un peu de ski avec sa fille. Il était au ralenti et malheureusement, oui. Il s'est fait mal et c'est vrai que ça a été difficile pour lui de revenir. Ça a été une grosse blessure et ça lui a gâché un petit peu sa fin de carrière. Mais ça a fait cas, du coup, et on s'en souvient et on évite ce genre de blessure. Et dans le staff, on skie un petit peu ou pas spécialement? Non, très honnêtement, je pense qu'il y en a certains dans le staff qui skient. Mais déjà, on n'est jamais allés skier ensemble. Et puis, même si on est proche des stations, le week-end, on a quand même des matchs. La semaine, on a des entraînements. Et parfois, le peu de week-end qu'on a, on reste en famille. Décidément, le Prévert prend de plus en plus de relief. Et ça se voit désormais en bord de pelouse, un télésiège, un 6 places débrayable. Poma vient d'être installé au Stade des Alpes. Alors, le but... c'est pas forcément de passer par-dessus le terrain pendant les matchs, encore que moi j'adorerais l'idée, mais c'est d'accueillir les acteurs de la montagne aux premières loges d'un match du FCG Rugby. C'est une opération de partenariat entre le FCG, Télé Grenoble, Ski Chrono le Dauphiné Libéré et Poma. Ça a été lancé le 20 octobre avant Grenoble-Nevers, donc ils vous ont porté chance. Peut-être. En tout cas, bien sympa cette initiative. Et puis, côté partenariat, toujours, le FCG est heureux de vous annoncer la naissance d'une nouvelle équipe, le 15 des startups. Alors, en fait, le FCG, c'est un pôle, Mathias, tu le sais, une ruche même, où brassent des neurones, des énergies, et les entreprises s'investissent pour les rouges et bleus et en profitent pour produire des choses ensemble. Et en fait, les startups bondissent, c'est devenu un hub, en fait, comme on dit aujourd'hui. Le FCG est donc vraiment un acteur qui se positionne sur les technologies de demain.
Et donc, on le voit, ce premier 15 a été lancé avec du team building, avec des joueurs, je crois, qui ont joué un petit peu avec eux, des soirées, des entraînements sportifs, un petit match. Donc voilà, c'est quand même plutôt sympa. Donc, ce qui aussi va permettre, bien sûr, aux startups de rentrer en contact avec les partenaires historiques. On va suivre tout ça. Comme quoi, il n'y a pas que des bras cassés chez les partenaires qui mouillent le maillot aussi. Nous aussi, Télé Grenoble bien sûr, et Mathias qui prend la place des joueurs en plein milieu du 15 rouge et bleu. Cette fois-ci, Mathias, eh bien, tu vas mettre la main sur le cœur pour nous apprendre à chanter. Défi du jour, apprendre les tout premiers mots de l'hymne russe avec Ostrikov. Andrei. Россия священная наша держава. C'est impossible. Allez, vas-y. Russia, Священная Naша наша держава. Держава. Россия Russia, священная наша j'arrive pas. держава. À toi, tout seul, parce que ça marche pas. Россия священная наша держава. Russia, Shoshana. Allez, Pierre. Наша держава. Nacha, Держава, voilà. C'était le. C'est pas mal, c'est Faut se dire ce little test. Les premiers deux mots, c'était. Nastarovia. Na zdrowie. Voilà, Mathias. Non, Non. comment. On n'y arrive pas. Alors, on le regarde en VO, ça donne ça. Donc, avec la chair de poule en plus, il est là. Voilà, Andrei. Ferveur des Russes. Ah là, c'est quand même autre chose, Mathias, c'est sûr. Un très très bel hymne que tu as massacré à l'instant. Stéphane, des internationaux, le FCG en compte 3, ils sont de retour. Donc Andrei Ostrikov pour la Russie, Leva Fifita et Daniel Kilioni pour le Tonga. Alors Andrei Ostrikov, il a perdu ses 4 matchs. Bien perdu aussi, quand même des grosses défaites, mais il y avait quand même des choses assez surprenantes, et notamment sur ce premier match contre le Japon. Ouais, non, mais les Russes font maintenant partie des équipes qui jouent la Coupe du Monde, tant mieux pour eux, mais c'est une équipe jeune à ce niveau-là, donc il faut qu'ils progressent, il faut qu'ils il faut travailler, il faut qu'il y ait quelques joueurs aussi peut-être qui s'exportent en Europe dans le championnat français, anglais, hein, comme a fait Andrei. Voilà, ça prendra du temps. C'est là-bas le rugby est amateur, hein, donc en Russie, donc bon, ça va pas se faire comme ça. Je suis pas certain que dans 4 ans ils aient des meilleurs résultats, mais le retard est grand, hein, sur les autres équipes européennes. Mais bon, voilà, après ils ont sûrement du potentiel, ils sont nombreux dans ce pays, mais après il faut développer tout ça et c'est pas facile non plus. Oui, c'est sûr. En tout cas, ça vous offre des solutions en plus, hein, donc à votre groupe qui était déjà tout à fait en réussite. C'est juste un petit message pour notre régie. Donc, c'est le sujet 30 que nous allons passer à l'instant, si c'est possible, puisque la Coupe du Monde, on en parle. Je fais des petites modifications tant qu'on y est. Alors, on vient de voir un hymne. Voilà, Olivier Brouzet, je ne sais pas si on peut... Voilà Stéphane Glas. Voilà, on est ici en demi-finale contre la Nouvelle-Zélande, 1999, il y a 20 ans, Stéphane. Et les souvenirs sont toujours aussi vifs ? Oui, le souvenir est toujours aussi vif. Le temps passe vite, parce que finalement, ça fait 20 ans et... 20 ans, ça fait... c'est loin. C'est pas si loin, mais quand même. Ouais. Non, c'est loin. Très honnêtement, c'est loin. Voilà, non, c'était une belle aventure. On n'a pas réussi malheureusement à ramener le titre. Mais battre les Blacks. Mais battre les Blacks en demi-finale de Coupe du Monde, voilà, c'est pas donné à tout le monde. Ils étaient archi favoris. Avec Jonah Lomu. Ouais, avec le grand Jonah Lomu. Et puis voilà, on avait su chercher la victoire et c'était une magnifique journée. À quoi vous repensez quand vous regardez ces images et cette victoire-là, cette victoire de fou, vraiment ? Ce match incroyable. Dans des moments comme ça, tout est possible. Des matchs de phase finale, de demi-finale, d'une finale. Les choses peuvent aller très vite, dans un sens comme dans l'autre, parce qu'on est mené à la mi-temps, on est mené, je crois qu'on est mené 24-10 en début de deuxième mi-temps. Donc avoir 14 points contre les Blacks de retard en demi-finale d'une Coupe du Monde, je veux dire que c'est pas jouable. Et puis de 24-10, je crois qu'on a marqué 33 points en une demi-heure.
C'est ce jour-là qu'est né le mot la remontada, donc peut-être. Ouais. Et voilà, donc ça a été un grand moment de joie. Voilà, gagner, je vous dis, marquer plus de 30 points en black en une demi-heure, c'est énorme. Hein. Vous réalisez là ce qui est en train de se passer? Ouais. Très honnêtement, moi j'étais remplaçant, je suis rentré qu'en fin de match, mais on était au bord du terrain pendant une grosse partie du match. Et on sentait au fur et à mesure que le match avançait en deuxième mi-temps notamment, on sentait la confiance changer de camp, on sentait qu'il se passait quelque chose. On voyait le regard des Blacks un petit peu fuyant. On sentait qu'ils perdaient l'esprit d'équipe. Et voilà, on sentait que les choses elles étaient en train de bouger. Et puis voilà, et puis on revenait tout doucement au score. Puis encore une fois, quand la confiance change de camp, c'est difficile après de faire machine arrière. Et puis voilà, quoi, ça a débouché sur l'exploit qu'on connaît. C'est la grandeur de ces rendez-vous aussi qui permet de se transcender et d'élever son niveau de jeu? Ouais, certainement qu'en test-match, un match du mois de juin, un match de novembre, peut-être que être mené 24-10 contre les Blacks, peut-être qu'on ne serait pas revenu. On n'aurait pas eu peut-être cette énergie assez nécessaire et cette énergie assez forte pour pouvoir revenir. Et puis la magie de ces moments-là, de ces phases finales-là, fait qu'il y a un moment, voilà, les choses, encore une fois, elles bougent, la confiance change de camp. Pourquoi parfois c'est pas la peine d'expliquer l'inexplicable, hein. Parfois il n'y a pas d'explication, c'est qu'il y a un moment de magie comme ça qui se passe et voilà, ça dure un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, bon, on prend. En tant que coach, est-ce qu'on se souvient aussi de ce moment-là dans certaines situations, dans certains matchs, par exemple celui contre Nevers, où il faut marquer 2 essais pour reprendre le bonus et il reste 2 minutes. Non, quand on joue le match de Nevers et lorsqu'il reste 5 minutes, je pense pas à la demi-finale de Coupe du Monde. Non, d'accord. Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ça peut être parfois une expérience avant un match important, sur un match de phase finale, de simplement donner l'idée aux joueurs, l'énergie nécessaire en leur disant que de toute façon tout est possible. Mais sur un match comme Nevers, non. Je vois pas il n'y a pas de lien à faire. Bon, nous, on va faire le lien, en tout cas, avec cette belle histoire de Coupe du Monde et la réussite de votre groupe. Donc, on le voit, ce match contre Nevers, qui est un petit peu plus compliqué que les 2 précédents. Donc, 3 victoires bonifiées, dont ces 2 premières victoires contre Angoulême et contre le VRDR, où vous avez vraiment maîtrisé, votre équipe a vraiment maîtrisé son adversaire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces 3 derniers matchs de votre équipe? Je trouve que l'équipe prend de l'assurance. Je les trouve beaucoup plus matures. Bon, les points de bonus, évidemment, ça concrétise une domination et comptablement, c'est quelque chose qui nous fait du bien aussi. Mais au-delà de ça, c'est l'état d'esprit fiché par les gars qui est intéressant. Et puis cette maturité, cette gestion des matchs, avec des scénarios un petit peu différents. Mais quel que soit le scénario, on s'adapte en live, sur le terrain. Je trouve que l'équipe monte en qualité dans la façon de penser pendant le match aussi, c'est important. Donc voilà, je trouve qu'on franchit les étapes petit à petit et c'est intéressant. Alors on le disait, on refuse de s'emballer, il reste de nombreux matchs dans ce championnat, mais est-ce qu'avec une telle série, il n'y a quand même pas un ascendant psychologique à prendre sur les futurs adversaires en arrivant avec une certaine stature finalement? Ouais, effectivement, après on n'est qu'à 8 matchs de championnat, on a 5 points d'avance sur je crois, Oyonnax et Perpignan. Donc on n'est pas encore décroché, ils sont encore à l'affût. On sait que le moindre faux pas, ils vont pas perdre de temps en route non plus. Donc on sait que le moindre faux pas, ils vont revenir. Mais effectivement, c'est important aussi de marquer son territoire. On a 3 victoires avec bonus. Et on n'a pas vu ça. Ouais. Après, nous, le bonus, on n'en parle jamais entre nous, ni avec le staff, ni avec les joueurs. Parce que l'important, c'est les victoires, de toute façon. Mais c'est vrai que si on pouvait enchaîner par les victoires, effectivement, le signe qu'on envoie à nos adversaires sur le fait qu'on est prêt, et quel que soit l'adversaire qu'on a en face, et l'endroit où on joue, à domicile ou à l'extérieur, c'est vrai qu'enchaîner les victoires, on envoie des signes à l'adversaire qui sont positifs pour nous et qui sont pour eux c'est difficile de voir une équipe qui lâche rien, qui enchaîne les victoires, et même si eux, ils ont un beau parcours,
ils n'arrivent pas à raccrocher parce qu'on est devant et qu'on veut y rester. Donc effectivement, ces signes-là sont importants. On se souvient que l'USAP avait vécu justement une année un peu comme ça lors de leur dernier passage en Pro D2. Ils n'avaient vraiment rien lâché dans toute la longueur et ça leur avait aussi conféré un espèce de statut jusqu'aux phases finales. Oui, c'est vrai, on était dans ce championnat-là aussi il y a 2 ans, puisqu'on avait fini 3e. Et c'est vrai qu'on y a cru jusqu'au bout. Et puis à un moment, c'est vrai que pendant l'hiver, ils ont enchaîné les victoires et ils ont tenu un rythme qui était difficile à tenir. Et voilà, et c'est ce rythme-là qu'il faut qu'on ait pour un peu écœurer les autres. Ça nous permettra aussi peut-être, pendant la saison, je dis bien peut-être, d'avoir des matchs où les équipes parfois peuvent faire tourner à Grenoble. Ça vous donne des matchs peut-être parfois qui peuvent être moins difficiles. Mais ça se gagne. Et donc voilà, il faut le gagner dans les prochains matchs. L'hiver arrive. Andrei Ostrikov se réjouissait justement du beau temps toujours sur les diguères par rapport à l'Angleterre, par rapport à la Russie. Est-ce que vous le craignez cet hiver? Et ce fameux creux de l'hiver, janvier, février, qui ne sourit pas toujours aux équipes grenobloises en général d'ailleurs. Au football, c'est pareil. On craint toujours l'hiver parce qu'on a été... on en a un mauvais souvenir sur ces 2 dernières saisons, effectivement. Après, moi je trouve que l'équipe, comme je le disais tout à l'heure, elle est beaucoup plus mature. Elle prend les clés, on va dire. Ouais, elle donne du sens à ce qu'elle fait. Et je trouve qu'on est beaucoup mieux armé pour pouvoir être prêt à différents scénarios de match. On a eu différents scénarios sur la saison. Où on a été parfois dominateur et on a mis beaucoup de volume de jeu, mais on a su aussi faire front sur des moments où on était dominé, où il fallait mettre un peu plus de jeu au pied, où on était beaucoup plus dans... il a fallu être un peu plus près défensivement, et je trouve qu'on a répondu à ça globalement sur différents scénarios de match, ce qui me permet d'espérer quand même qu'on saura répondre présent, même lors de matchs où on a des temps qui sont un peu difficiles. On saura s'adapter, j'en suis certain. On parle justement de scénarios différents. Cette année aussi, une des chances du FCG, c'est d'avoir de nombreux profils différents et à pouvoir apporter ce turnover aussi, c'est une chance. Ouais, on a un bon effectif. Lorsqu'on est malheureusement redescendu de top 14 l'année passée, la direction a fait l'effort de garder les joueurs pour être en capacité de remonter le plus rapidement possible. Et donc j'espère qu'on saura répondre présent jusqu'au bout, et notamment si évidemment on a la chance de se qualifier sur la fin de saison. On sait qu'avec le nouveau règlement du championnat depuis 2 ans, finir premier ne suffit pas. Il faut passer au moins une demi, voire un barrage si on finit entre la 3e et la 6e place, et après gagner en finale. Donc c'est un long parcours difficile, donc il faudra être prêt à ça. Ouais. On se souvient que Franck Corillon nous avait confié en 2012, donc l'année de cette montée en top 14, que l'équipe se gérait. Il disait avec Sylvain, on était presque en roue libre, on les laissait faire. Ils avaient tout compris, ils appliquaient ce qu'on leur avait dit, et surtout ils étaient vraiment très responsables, ils se prenaient en main. Ce qui est un peu le début de ça, en fait. Un petit peu, je trouve en tout cas. Je trouve que les leaders sont de plus en plus responsables, fédèrent bien autour d'eux. Évidemment, on est là pour les encadrer. La semaine avant, pour les débriefs de match, après les matchs, mais surtout ce qui est le plus important, c'est pendant les matchs. Nous, pendant les matchs, on peut faire passer 2-3 consignes à la mi-temps, mais c'est eux qui sont sur le terrain et qui, sur chaque action, doivent prendre la bonne décision au bon moment. Et je trouve que là, l'équipe fait preuve de plus en plus de maturité. C'est ce qui est intéressant. Ça fonctionne. On avait dit, le but, c'est de se stabiliser, la montée, oui, mais on commence à y croire, quand même. Ouais, alors je comprends. Je ne sais pas si vous avez changé des choses dans votre manière de voir la saison. Non, mais je comprends l'enthousiasme du début de saison des supporters grenoblois, des gens qui suivent le club. Le nôtre. Oui, je comprends ça. Nous, on est très heureux de la façon dont ça se passe. Mais pour bien connaître la Pro D2, c'est la 3e saison que je fais en Pro D2. Je sais aussi que
il peut y avoir des moments difficiles, que malgré les coupures après chaque bloc, une saison c'est long. On va finir la saison, j'espère, le plus tard possible, mais j'espère que ça ne sera pas avant fin mai, début juin, qui est la finale. Donc j'espère au moins qu'on ira à cette échéance-là. Et je sais qu'il peut se passer beaucoup de choses d'ici là. Donc restons vigilants, même si aujourd'hui, en tout cas, tous les feux sont ouverts. Alors, on a Vannes, le déplacement. Ensuite, ça sera Béziers. Deux matchs importants. Un déplacement à Vannes. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes avant ces deux matchs? Bloc difficile, puisqu'on parle de Vannes-Béziers, mais derrière, il faudra recevoir Montauban et aller à Perpignan. Très, très difficile. D'abord, Vannes a l'envie de mieux commencer le bloc. Ce troisième bloc, parce qu'on a commencé le premier et le deuxième sur des défaites. Je le rappelle, Colomiers à domicile, malheureusement sur le premier, Mont-de-Marsan à Mont-de-Marsan. Donc voilà, essayer de bien mieux commencer le bloc pour se mettre moins de pression pour la suite. Et puis voilà, l'envie d'enchaîner les victoires. On est à 3 victoires, l'envie de continuer la série, c'est important. Et puis ensuite, Béziers, équipe de combattants, difficile à manœuvrer, qui fait un très bon début de saison aussi, qui a un match en retard. Et donc voilà, on aura une grosse partie aussi contre Béziers. Très bien, on va suivre tout ça avec beaucoup d'enthousiasme aussi, quoi qu'il arrive, bien sûr. On croit beaucoup en vos forces dans la durée de cette saison. Merci Mathias, merci beaucoup Stéphane, et bon match encore ce week-end, et vous à très vite. C'était G-Rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. G-Rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu.